Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des livres que j'ai lus récemment. Alors c'est des livres que j'avais déjà terminés en fait avant le début des vlogmas et du coup je ne les ai pas encore présentés. Il y en a juste un où j'étais encore en cours je crois pendant le premier. Mais le premier vlogmas était déjà assez long donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je fasse vraiment un gros update lecture dans le vlogmas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 bouquins. 4 bouquins dont 3 avec des auteurs que j'adore, des auteurs chouchous et je pensais vraiment que ça allait être du coup l'update des livres vraiment que j'ai adoré et que je pourrais que vous conseiller et voilà, c'est malheureusement pas le cas parce que parmi les 4 bouquins, eh ben, j'en ai vraiment adoré qu'un seul. Et c'est pour ça que je cherchais également dans les vlogmas, je vous parlais du fait que j'ai eu que des lectures un petit peu mitigées, un petit peu bof depuis quelques semaines. Et donc je cherchais vraiment des lectures qui pourraient vraiment me plaire et finir l'année en beauté. Donc là je vais vous présenter ma lecture que j'ai préférée et après je vous présenterai les autres. Ça n'a pas été des daubes non plus, j'ai quand même aimé pas mal de points au niveau des lectures, mais c'est juste que c'est tellement des auteurs chouchous que je m'attendais à mieux et je m'attendais vraiment à avoir une très très bonne lecture. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu déçue. Donc là je vais commencer avec le titre de Victoria Schwab qui est This Savage Song, qui est un roman qui est une duologie qui est paru il y a des années déjà en anglais et là ça sort seulement chez Lumen. Le deuxième tome sort d'ailleurs au mois de février donc la duologie sera terminée donc ça c'est plutôt chouette. On est ici dans un titre un petit peu dystopique, post-apo, je sais pas trop dans quoi le classer. Où en fait la violence, on va dire, dans l'humanité a fini par prendre forme. C'est-à-dire que si telle ou telle personne est violente ou fait un crime, en fait sa violence ou son crime va prendre forme sous la forme d'un monstre. Vous avez 3 types de monstres qui existent, vous en avez 2. Un qui peut se rapprocher des loups-garous, un qui peut se rapprocher des vampires et un autre assez spécial et assez différent que je vous laisse découvrir dans le roman. Et du coup, la société a dû évoluer en même temps que l'apparition de ces monstres. Et là, on va se situer dans la ville de Verity, qui est une ville qui était très peuplée et qui a forcément vu apparaître beaucoup de monstres. Et en fait, il va y avoir 2 clans qui se sont un petit peu séparés parce qu'il y a eu 2 personnes qui se sont un petit peu élevées pour montrer un petit peu qu'on pouvait survivre de telle ou telle façon et ils n'ont pas du tout la même façon de penser. Donc vous avez au nord, vous avez un clan et au sud, vous avez un autre clan. C'est bien séparé, c'est bien délimité et ils se parlent vraiment pas trop. C'est un petit peu comme si c'était la guerre froide entre les deux. Donc au nord en fait si vous voulez être safe, vivre de façon un petit peu normale, vous devez payer pour votre sécurité. Donc en fait vous avez après une sorte de badge où vous avez votre nom, votre numéro d'identification et vous êtes protégé contre les monstres. Et donc même si vous faites vraiment vous continuez en fait à faire de la violence, vous continuez à faire des crimes, tant que vous payez, vous pouvez vivre tranquillement votre vie et vous êtes quand même en sécurité. Donc vous continuez techniquement à engendrer des monstres à chaque fois que vous faites un crime, mais vous pouvez continuer à vivre parce que vous payez. Et de l'autre côté, dans le sud, il y a eu une autre personne qui s'est un petit peu élevée pour essayer de mener un peu les gens à se battre contre les monstres. Et par contre, lui ne fait pas du tout ce même modèle. Il veut pas du tout que les gens payent pour leur sécurité. Il essaye plus d'aller au niveau de la source du problème, c'est-à-dire les gens qui engendrent beaucoup de monstres, les gens qui sont vraiment très violents ou font beaucoup de crimes, et bien en fait c'est ceux-là qu'il faut éliminer parce que c'est eux qui continuent à faire évoluer le mal dans lequel ils vivent. Et donc voilà, c'est un petit peu... il y a une sorte de milice qui s'est créée avec des volontaires pour essayer de tuer les monstres, enfin de tuer les vrais monstres on va dire, c'est-à-dire les personnes qui les engendrent. Et donc voilà, il y a 2 parties de la ville très différentes et... nous, on va suivre en fait le fils adoptif du chef de Sud, qui est donc Auguste et qui est un personnage assez particulier, qui est techniquement un monstre et je vous laisse découvrir ce qu'il est. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails par rapport à lui. Et en gros, il n'arrive pas du tout à accepter sa condition de monstre, il le vit très très mal et il a envie en fait d'être utile également à son père adoptif et également à sa communauté. Donc il va demander à avoir une sorte de mission et on va accepter enfin qu'il sorte de chez lui
et on va lui dire bon bah si tu veux vraiment essayer de nous aider, on va t'envoyer dans une école, et dans cette école ton but ça va être de suivre et d'essayer d'apprendre un petit peu à connaître la fille de notre ennemi, donc la fille du mec qui dirige le camp du Nord. Donc on va suivre un petit peu la rencontre entre les deux personnages. Vous avez Kate du coup de l'autre côté qui est du coup la fille du chef du Nord, qui a un caractère assez particulier, qui a pas forcément eu une vie facile non plus, donc on apprend à la connaître et on apprend à essayer de savoir pourquoi en fait elle est comme elle est et pourquoi elle essaye quand même de se faire bien voir par rapport à son père, malgré qu'on voit que son père est vraiment pas quelqu'un de bien. Donc on va avoir cette rencontre entre les deux, ça va se passer un petit peu au niveau d'une école, et les deux mentalités en fait vont finir par changer. Les personnes qui pensaient tout savoir sur les monstres vont finir par changer un petit peu, et les monstres également vont finir par changer, et vous avez pas mal d'actions, vous avez pas mal de petites péripéties entre les deux. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu l'histoire, c'est vraiment le pitch de départ, et franchement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Vous avez la musique qui est très importante dans l'histoire par rapport à un certain type de personnage que je vous laisse découvrir aussi, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Les personnages sont vraiment hyper attachants. On a pas mal d'évolutions déjà dans ce premier tome, et j'espère que ça va finir par être... j'espère qu'ils vont encore évoluer dans le tome 2. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je pense qu'au niveau de l'univers, l'autrice a moyen de creuser encore, de nous mettre encore plus de scènes avec les monstres, de descriptions un peu plus approfondies, et j'espère vraiment avoir ça dans le tome 2 pour finir en beauté cette duologie. Mais là j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé un petit peu les magouilles, voilà, je me suis vraiment pas ennuyée, ça se dévore comme roman, donc je peux que vous conseiller ce titre de l'auteur. Après clairement c'est une de mes autrices préférées, donc forcément voilà, moi j'ai adoré le style d'écriture, j'adore sa plume, donc ça aide aussi pour apprécier ce livre-là, mais j'ai vraiment passé un super bon moment, et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour potentiellement avoir un peu plus de détails encore sur l'univers, plus de détails sur les monstres, et pour avoir encore plus peut-être de retournements au niveau politique dans le tome 2. Donc voilà, trop hâte. La couverture a été annoncée en plus pour ce tome 2. Je la trouve très jolie, ils ont gardé à peu près le même visuel, mais du coup en rouge avec l'héroïne du coup derrière. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup trop Victoria Schwab, donc je suis très contente d'avoir lu This Savage Song pas si longtemps après l'avoir acheté. Alors ensuite, je me suis dit, je vais repartir vers un auteur chouchou, c'est-à-dire Brandon Sanderson, avec le tome 3 de Skyward, donc c'est Cytonic. Alors, les deux premiers tomes, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le premier tome parce que c'était bourré d'action, on ne s'ennuie clairement pas. J'avais beaucoup aimé les personnages, et en fait, dans le tome 2, j'avais bien aimé l'évolution de l'histoire, mais je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction. Donc, ça m'avait un petit peu déçue dans un sens. En même temps, je trouvais que c'était vraiment bien amené, et j'aime toujours autant le personnage de Spensa. Donc, j'étais très contente quand même des deux premiers tomes. Et là, par contre, c'était plutôt mitigé. Si vous connaissez pas cette histoire, on est dans un titre de science-fiction, comme on peut le voir directement dans les couvertures. En fait, on va suivre les humains qui ont dû partir de la planète Terre pour aller vers la planète Détritus. Donc je vous laisse découvrir pourquoi. La planète Détritus qui est une planète très particulière, puisqu'en fait elle est entourée par plein de déchets, on va dire, par plein de choses assez métalliques tout autour de la planète, et du coup ce qui fait que les gens ne peuvent pas vivre à la surface parce qu'il y a pas mal de chutes de ces déchets. Donc c'est très compliqué d'être à la surface, donc les gens ont fini par vivre dans les souterrains, dans des galeries. Et donc plus vous êtes riche, plus vous habitez dans les profondeurs, parce que c'est plus safe en fait d'habiter là-bas. Donc si vous êtes pauvre, vous habitez près de la surface, donc vous avez des risques d'avoir des chutes et qui peuvent peut-être engendrer des effondrements. Donc c'est un petit peu compliqué d'être un peu pauvre dans cette histoire. Et donc on va suivre les humains qui sont sur Détritus, et en gros... vous avez toujours des attaques qui viennent sur cette planète. Donc vous avez les Krell, qui sont un petit peu les méchants de l'histoire, qui viennent très régulièrement attaquer les humains. Les humains doivent se défendre grâce à des vaisseaux, donc ils ont fini par reconstruire, et ils ont quand même une certaine base au niveau développement de vaisseaux, etc. Ils ne sont pas du tout à l'ère préhistoire parce qu'ils ont dû quitter la planète. Mais du coup ils doivent se défendre contre ces méchants, et vous avez du coup des personnes qui sont formées en tant que pilotes pour se défendre. Et donc on va suivre Spensa, qui au début de l'histoire est un petit peu une paria, parce qu'en fait elle est considérée comme la fille du traître, parce que son père était un pilote assez reconnu en fait, et
À un moment, pendant une attaque, il s'est un petit peu retourné contre son escadrille et donc il a été considéré comme traître, il a dû être abattu. Et donc Spensa est considérée comme la fille du traître. Mais elle, son rêve, c'est de faire changer un petit peu les mentalités, faire changer les choses et justement réussir l'école pour devenir pilote et montrer à tout le monde que en fait son père n'était pas comme ça et essayer de découvrir vraiment la vérité sur ce qui s'est passé avec son père. Donc on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé, on va découvrir le passé un petit peu de Spensa. Spensa galère vraiment à rentrer dans l'école parce qu'on lui dit clairement qu'on n'a pas envie d'avoir une personne comme elle là-dedans. Donc elle va se faire un petit peu aider par l'instructeur de l'académie et elle va réussir à rentrer dans l'école de pilote et on va suivre un petit peu ce qui va se passer. Il y a également un petit vaisseau qu'elle va trouver en fait dans une des galeries qui va devenir un personnage assez important de l'histoire qui s'appelle M-Bot. C'est un vaisseau qui est capable de parler et du coup ça amène un petit côté léger, un petit côté humoristique dans l'histoire et moi j'aime beaucoup le personnage d'M-Bot. Donc voilà, on va suivre au tout début du premier tome, on va suivre Spensa qui va rentrer dans l'académie, on va avoir plein des batailles en vaisseau, on va savoir un petit peu plus ce qui se passe dans ce monde-là et on va avoir des réponses également sur son passé. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Deuxième tome, ça part dans une direction assez précise mais j'avais quand même bien aimé parce que on découvre en fait encore plus de choses sur l'univers. Et en fait j'ai trouvé que dans ce tome 3, j'ai trouvé que c'était un petit peu le même schéma que dans le deuxième tome, c'est-à-dire que Spensa se retrouve dans un nouvel endroit, découvre de nouveaux personnages, de nouveaux peuples, et en fait on a un petit peu le même schéma que dans le tome 2, et j'ai trouvé ça dommage en fait parce que je m'attendais à voir autre chose. Alors on a une autre partie qui est intéressante parce qu'elle a des réponses sur qui elle est, et sur une certaine catégorie de personnes. Et du coup, j'ai quand même bien aimé ce point-là de l'histoire. En fait, au niveau de la première partie, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait parce qu'il se passait vraiment pas grand-chose. Elle arrive à un endroit et clairement, il y a pas... Ils se font rien, en fait. Enfin, clairement, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est très lent. J'ai pas adhéré plus que ça, en fait. Au niveau de la première partie, je me suis assez ennuyée. Donc, j'ai préféré la deuxième où c'était quand même un peu plus soutenu au niveau de l'action. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment... Le rythme n'était pas forcément bien tout le temps, je me suis un petit peu ennuyée au début et en plus de ça j'ai pas trouvé que l'histoire en elle-même apportait beaucoup de nouveautés par rapport au tome 2. Alors j'ai quand même bien aimé la fin aussi et du coup forcément je vais lire le dernier tome parce que c'est le tome 4 et j'ai très envie d'avoir la fin mot de cette histoire. Mais plus de ça il y a vraiment un truc qui me manque énormément, c'est le personnage du premier tome. J'avais très envie de le revoir dans le tome 2, ça n'a pas vraiment été trop le cas. Dans le tome 3, c'est pas trop le cas non plus et ça me manque vraiment parce qu'il y avait des personnages que j'adorais dans le premier tome et en fait qui sont vraiment passés sous silence. Là on a un petit peu de leurs nouvelles mais sans plus et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait plein de personnages que j'adorais dans cette série, j'adorais les voir dans le premier tome et voilà, je trouve vraiment ça dommage. Heureusement que le personnage d'M-Bot est là, heureusement parce que vraiment j'aime beaucoup trop ce personnage, il me fait beaucoup rire donc je suis très contente qu'il y ait ce genre de personnage dans cet univers mais... J'ai hâte de voir la conclusion de l'histoire quand même parce que c'est quand même une saga qui se lit bien, c'est juste que voilà, j'ai été un petit peu déçue au niveau de l'histoire et au niveau du rythme dans ce tome 3. Mais j'espère que dans le tome 4 ce sera un peu plus rythmé, qu'on aura vraiment toutes les réponses à nos questions et qu'on va retrouver tous les personnages que j'adore parce que clairement il me manque beaucoup trop. J'ai ensuite terminé une duologie qui est Alors le premier tome c'est le trône des 7 îles, donc là c'est le tome 2, l'héritage des 7 îles d'Adalyn Grace. C'est une histoire de fantasy young adulte où en fait dans cette histoire on est dans le royaume de Visidia qui est un royaume qui est composé de 7 îles. En fait sur chacune des îles les gens possèdent une magie bien propre à eux et ils n'ont pas le droit en fait de faire plusieurs magies. Donc vous avez par exemple une île qui est vraiment basée sur la magie du soin, donc sur tout ce qui est lié au soin, donc ils ne font que ça, ils n'ont pas le droit d'apprendre d'autres magies parce que c'est interdit dans le royaume. Et là en fait on va suivre l'héritière du royaume, donc l'héritière de Visidia, qui va devoir participer à une cérémonie où elle va devoir montrer ses pouvoirs au peuple, puisqu'en fait sa famille et les gens de son sang sont uniquement... Il n'y a que eux qui sont capables de faire une certaine magie, donc la magie des âmes. Et du coup elle va devoir montrer à tout le monde qu'elle est capable de faire ça pour montrer à tout le monde qu'elle est capable de prendre le relais et être l'héritière de son père. Donc on va suivre cette cérémonie dans le premier tome qui est une cérémonie assez
macabre, on va dire, parce qu'il y a des passages pas très très cool qui se passent. C'est très sombre, je trouve, au niveau de la cérémonie. Mais après, c'est plus du tout sombre dans le roman, donc c'est un peu dommage. Mais bref, du coup, elle va devoir montrer ça, sauf que ça va pas forcément bien se passer, et elle va devoir quitter Visidia, et elle va devoir essayer de montrer un petit peu à tout le monde qu'elle est quand même l'héritière du royaume, et qu'elle est capable de faire ses preuves. Et elle va partir à l'aventure, elle va partir en bateau avec d'autres personnages, et elle va partir un petit peu à la découverte des autres îles et des autres pouvoirs, des autres magies. Donc dans le premier tome, c'est quand même un premier tome qui est très basé sur le voyage, sur l'action, sur la découverte des autres peuples, des autres magies. Le personnage d'Amora, je crois, oui c'est ça, est un personnage que j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé les personnages qui l'accompagnent également dans sa quête. Ça se lisait vraiment très bien. C'était un premier tome où il y avait pas mal d'action, et c'est ce que j'avais bien aimé. C'est pas un premier tome où il y a beaucoup de nouveautés, où vous allez vraiment être surpris par l'histoire, par ce qui se passe, mais je trouve que c'est vraiment divertissant en fait. Il y avait pas mal de choses qui m'avaient plu dans le premier tome. Et là, dans ce tome 2, j'ai trouvé qu'en fait il n'y avait pas assez de péripéties pour faire un tome 2. Et en fait je regrette que l'autrice en fait ait pas fait un seul tome plus fourni pour terminer son histoire, parce que là j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de passages où ça savait pas grand chose, ça tirait en longueur. J'ai pas trouvé que c'était plus intéressant que ça en fait au niveau de l'histoire. Donc on repart un petit peu sur le schéma de elle requitte là où elle est pour aller pour faire un truc, on repart dans les balades en bateau et compagnie. Donc voilà, j'ai trouvé qu'on repartait dans le même schéma que dans le premier tome, et j'ai trouvé ça dommage, parce que je pense qu'un seul tome bien plus fourni et plus fourni au niveau de l'action aussi, ça aurait été beaucoup mieux, parce que là clairement le tome 2 est beaucoup plus faible que le premier tome, et je trouve qu'on s'ennuie plus, alors que justement le point fort du premier tome c'était qu'on s'ennuyait pas, parce qu'il se passait plein de choses. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir terminé cette duologie, parce qu'après toutes les histoires de fantasy un petit peu qui se passent en mer, où on parle de voyage en mer, en bateau, de piraterie ou compagnie, moi j'adore ça. Très contente d'avoir terminé cette série, mais franchement c'était sympathique au niveau du premier tome, mais le tome 2 est pas forcément très très fou. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Par contre, le titre qui vient de sortir en anglais de cette même autrice, c'est Belladonna. J'espère vraiment qu'il sera traduit l'année prochaine, pour peut-être avant l'automne, parce que c'est un titre, j'ai l'impression que ce sera un petit peu creepy au niveau de l'histoire, donc j'aimerais bien qu'il soit traduit en français avant l'automne. Mais l'écriture se dit tout très bien en fait, donc je suis pas du tout rebutée pour lire d'autres titres de l'autrice. C'est vraiment sa première duologie en fait. L'autrice elle a commencé à écrire avec ça, donc c'est aussi normal que ce soit pas parfait, qu'il y ait des petites erreurs, et que le deuxième tome soit peut-être plus faible que le premier, parce que du coup elle a tout donné on va dire dans son premier tome au niveau de l'intrigue, au niveau de l'histoire, et le tome 2 est plus faible. Mais Belladonna, il me semble que c'est un seul tome, je crois que c'est pas une série, donc je me dis que ça peut être plus chouette en fait si jamais elle a réussi à condenser son histoire en un seul roman et à donner quelque chose de plus fourni. Donc voilà, j'ai terminé cette série, donc ça c'est plutôt chouette. Et enfin, je vais vous parler d'une autre autrice, chouchou, sur laquelle je misais quand même pas mal, parce que je lis ces romans sans rien savoir en fait du résumé. Je savais juste que c'était un petit peu fantastique, parce que j'avais vu un petit peu des avis quand même. C'est difficile de pas voir d'avis quand même sur ces titres. Donc j'ai lu Layla de Colleen Hoover. Voilà, ça a été une lecture mitigée. En fait, tout au long du roman, je me suis imaginé la fin. Je me suis dit, si ça part dans une direction, franchement, c'est plutôt bien. Et bien sûr, c'est pas parti dans cette direction, c'est parti dans l'autre, dans celle que je ne voulais absolument pas. Et du coup, j'ai été déçue. Donc là, en fait, on va suivre la rencontre entre deux personnages. Donc c'est entre le personnage de Liz et le personnage de Layla. Layla, en fait, elle participe au mariage de sa sœur dans une sorte de bed and breakfast, donc dans une grande maison à la campagne. Donc on va suivre un petit peu cette fête-là, et elle va rencontrer Liz, qui en fait est le batteur du groupe de musique qui fait du coup la musique pour le mariage de sa sœur. Donc elle va le rencontrer. Et ils vont un petit peu, ils vont avoir une alchimie directement entre eux, et ils vont plus forcément se quitter après s'être rencontrés pendant ce mariage.
Et en fait, on va suivre du coup les mois qui vont suivre leur rencontre, on va suivre un petit peu leur relation, comment ça se passe entre eux. Et directement au début du roman, on a des chapitres qui se passent dans le futur, donc plusieurs mois après, parce qu'on va vraiment revenir à leur rencontre. Et en gros, on va avoir un chapitre où on a Leeds qui est en train de parler à un homme. Et en gros, on comprend que Layla est attachée dans la chambre et qu'il ne la laisse pas partir et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il la retient prisonnière, est-ce qu'il a pété un plomb, est-ce que... On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc en fait, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec l'homme, parce que l'homme, il est assis là, et en fait, voilà, oui, il y a Layla qui est accrochée en haut, enfin qui est attachée en haut, il le sait, en fait, voilà, il dit rien. Donc c'est assez étrange, et en fait, Leeds va raconter son histoire justement à cet homme pour qu'il l'aide. Donc on ne sait pas plus de choses que ça. Donc on a le retour dans le passé où on va suivre leur histoire depuis le mariage jusqu'à ce moment-là en fait. Et donc on va suivre un petit peu leur rencontre du début et aussi le fait qu'ils vont revenir pour passer des vacances. En fait ils vont repartir à un endroit et il va se passer un drame puisqu'en fait Leeds commence à être un petit peu connu avec son groupe. En fait il s'est fait un petit peu des groupies et il veut partir en carrière solo parce que le groupe ne lui correspond pas du tout. Et bien sûr, il y a des fans qui vont commencer à le suivre, à suivre tous ses réseaux sociaux. Et en fait, il va raconter un petit peu son histoire à Layla, puisqu'il a dû arrêter une précédente relation, puisque la personne avec laquelle il était justement une groupie. Et il s'en est aperçu que beaucoup plus tard, que quelques semaines après avoir commencé la relation. Et en fait, elle était assez étrange, c'est-à-dire elle le connaissait déjà de partout, elle avait épluché ses réseaux sociaux, elle le suivait de partout. C'est genre la personne absolument fan de son idole qui finit par sortir avec elle. Et du coup, c'est un petit peu glauque, donc il a mis fin à cette relation. Et en fait, cette personne va un jour venir dans l'appartement de Leeds avec Layla et elle va tirer sur eux. Donc voilà, l'événement dramatique et ensuite on va suivre l'après-traumatisme puisque Liz va décider de repartir un petit peu en vacances dans la maison où ils se sont rencontrés, donc dans le bed and breakfast où s'est passé le mariage et on va suivre un petit peu leur vie là-bas, leur jour un petit peu de vacances et tout ce qui va se passer dans cette maison à partir du moment où ils vont arriver là-bas. J'ai pas envie de vous raconter plus de choses que ça parce que c'est un petit roman quand même à ambiance et voilà, c'est à partir de ce moment-là où toutes les choses vont finir par dérailler et où l'histoire du coup va commencer à partir dans une direction bien précise. Du coup je peux pas trop vous dire pourquoi j'ai pas aimé ce roman parce que clairement c'est par rapport à la fin. J'ai plutôt bien aimé les personnages, je veux un petit peu de mal à m'attacher au personnage de Liz par rapport à ses choix. Le personnage de Layla, j'ai plutôt bien aimé mais sans plus aussi, donc au niveau d'attachement des personnages déjà c'était pas trop ça. Mais on part dans une direction, vraiment je peux pas parce que je vous spoil, mais moi j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé la fin, je voulais vraiment pas que ça parte là-dedans, je voulais vraiment que ça parte dans une autre direction et c'était trop bizarre pour moi. Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose dessus, je suis désolée, mais sinon je spoil vraiment le roman. Si jamais vous l'avez lu et vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir sur Instagram par exemple en MP parce que là, en commentaire, on va éviter de spoiler les gens. Mais c'est vraiment pas son meilleur de Colleen Hoover, hein. Clairement je suis assez déçue parce que je voyais le truc venir et je me suis dit non mais en fait elle peut encore changer, elle peut partir, on peut nous retourner le cerveau etc. Et en fait bah non, il n'y a pas de surprise à la fin et ça part juste dans le truc que je voulais pas, donc voilà, un petit peu déçue. Donc voilà un petit peu pour mes 4 lectures que je voulais vous présenter dans cette update lecture. Du coup 3 auteurs chouchous, Victoria Schwab, Sanderson, Colleen Hoover. Au final, il n'y a que le Victoria Schwab qui m'a vraiment beaucoup plu, sinon le reste c'était moyen, donc voilà, plutôt des lectures mitigées. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis sur un des romans que j'ai présenté également dans la vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.